La blessure est probablement l'adversaire le plus redoutable que tout sportif rencontrera au moins une fois dans sa vie. Le forfait d'Arthur Fils à Roland-Garros, pour la deuxième fois consécutive, nous rappelle cette cruelle réalité. Au-delà des conséquences physiques, une blessure, c'est aussi des conséquences psychologiques, mais aussi c'est des perturbations plus ou moins fortes au niveau de l'entourage du sportif, que ce soit son entraîneur, le staff en général, les parents pour les plus jeunes. Tous ces gens-là sont impactés par cette blessure et en retour, leur réaction impacte le sportif dans son vécu de la blessure et dans son rétablissement. C'est pour aborder ces questions que nous recevons aujourd'hui Stéphanie Gros, directrice de performance à la Fédération française de triathlon, Louis Lacoste, directeur de performance à la Fédération paralympique de taekwondo, et Simon Martin, conseiller haute performance à la Maison régionale de la performance d'Occitanie. Oui. Alors, merci à tous d'être là pour ce troisième focus des Mementos du Crève de Montpellier. Alors, pour commencer, je propose à Simon de nous faire un cadrage sur une définition de ce que c'est que la blessure et ses différentes variantes. Oui, bonjour à tous. Alors la blessure, il y a plusieurs définitions, mais celle sur laquelle on va s'accorder, elle est assez générale. C'est tout dommage, on va dire, tissulaire ou tout dysfonctionnement en fait par rapport à la façon habituelle et normale du corps de fonctionner et de s'entraîner. Et ça, c'est important de le dire, c'est indépendant du fait qu'il y ait un arrêt ou non de la pratique. Surtout à haut niveau, et c'est notre cas. On a beaucoup de blessures, on pourrait appeler ça des gènes, qui ne génère pas forcément un arrêt de la pratique avec plusieurs jours, voire plusieurs mois d'éloignement de l'entraînement et de la compétition. On a des gènes en fait qui persistent et qui n'entraînent pas forcément d'arrêt. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il va y avoir deux types de blessures. Les blessures qui arrivent à un instant T, on va les appeler blessures traumatiques. Donc ça va être par exemple une rupture des ligaments croisés, une entorse. Donc là, on situe clairement le moment où ça arrive. Et puis il y a toutes les autres blessures, plus de type chronique en fait, qui vont apparaître progressivement suite à la répétition en fait de micro-traumatismes. Ça peut être des tendinopathies, des aponeurosies, des pubalgies, qui vont s'installer dans le temps. Et qui sont fréquentes aussi. Et alors, si je peux aller en termes de statistiques, alors ça dépend un peu des sports. Par exemple, je peux donner un exemple dans le football ou en sport co, on dit environ une blessure tous les 100 heures de pratique. Donc là, c'est tout sportif confondu. Si je prends une équipe et que je cumule le temps d'entraînement et de match de mon équipe, on peut dire qu'à environ tous les 100 heures de pratique, il va y avoir une blessure. Mais si je regarde à un instant T, si je fais une photographie, donc prenons un groupe, on va dire l'ensemble des athlètes du CREPS ici à Montpellier, on peut dire grossièrement que sur allez, on va dire 200 athlètes qui s'entraînent, il va y avoir en permanence, chaque semaine, si je prends des statistiques chaque semaine, on peut dire qu'il y en a un tiers qui vont être épargnés, un tiers qui vont être très fortement impactés avec une blessure qui les arrête, où ils ne peuvent pas pratiquer du tout, ou alors ils peuvent pratiquer mais de manière aménagée, et on va dire un dernier tiers avec des petites gênes qui les empêchent pas de s'entraîner. Et donc ça se répartit comme ça, donc ça touche énormément de monde. Et, euh, et voilà, sur une saison, on peut dire qu'il y a plus de la moitié, on va dire autour de 60% minimum des athlètes qui vont être touchés d'une manière ou d'une autre par ces différents types de blessures. Ok, merci beaucoup, Simon. Stéphanie, est-ce que tu peux nous partager, toi, dans tes fonctions, comment la blessure a été présente de manière marquante? Moi, l'épisode le plus marquant que j'ai vécu, c'est une chute sur une course, donc sur la partie vélo, une chute à 4 mois des Jeux. Et donc un athlète qui avait validé le premier niveau de sélection pour les Jeux, donc qui était plutôt bien engagé vers une sélection pour les Jeux de Paris, qui a eu une fracture du scaphoïde. Donc là, il y a le moment où ça arrive et donc il y a le très court terme, comment on gère à très court terme, comment on gère à moyen terme et à plus long terme. Donc le très court terme, ça a été la prise en charge médicale, l'intervention chirurgicale, ça s'est fait de façon très rapide et ensuite il y a eu la période j'ai envie de dire, de la planification du temps de l'athlète, parce que c'est ça qui est toujours difficile pour l'athlète, c'est quand on se blesse, on a l'impression que
on est dans un espèce de tunnel et qu'il n'y a pas de lumière au bout. Donc, l'idée, ça a été de voir comment on allait organiser les semaines post-opératoires avec ce qu'ils pourraient faire. Et puis, comment on pourrait se projeter à l'échelle des mois qui nous séparaient des Jeux Olympiques sur une reprise sportive progressive et voilà, en se donnant toutes les chances d'arriver aux Jeux Olympiques dans les meilleures conditions, en tout cas avec le meilleur niveau sportif possible. Oui, et tu disais que c'était quelque chose qui, toi, t'avait marqué, parce que ça avait été difficile. Oui, en fait, l'impact, il est quand même, enfin, ça éclabousse beaucoup de personnes. Donc, le premier impacté, c'est l'athlète, il y a l'entraîneur. Moi, j'étais responsable du collectif olympique. On est un sport individuel, mais il y a aussi un relais mixte à Paris. Donc, potentiellement, c'était un athlète qui pouvait faire partie du relais mixte. Donc, ça a eu un impact sur toute l'équipe de France, en fait. Et donc, il a fallu gérer ça et le gérer de façon très objectif, j'ai envie de dire, pour moi, en tant que responsable de collectif, qui devait faire un retour à mon directeur technique national de l'évolution, sans mettre de pression à l'athlète, sans non plus mettre de pression à l'entraîneur, sur la vitesse à laquelle il fallait que les choses se passent voilà, post-intervention chirurgicale. Donc, c'est tout un écosystème autour de l'athlète qui est impacté, qui doit chacun à son niveau voilà, avoir une posture pour ne pas mettre les autres en stress et voilà, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est assez difficile. Moi, dans mon rôle, j'étais en relation directe avec l'entraîneur, mais j'avais le souci de me tenir informée de l'évolution des choses sans mettre de pression à l'entraîneur et surtout sans que l'athlète le sache. Voilà, moi j'avais dit à l'entraîneur que je ne poserais pas de questions à l'athlète, que je le laisserais faire son petit bout de chemin et que lui, ça serait mon interlocuteur privilégié, tout comme moi j'étais l'interlocutrice du DTN. Et donc voilà, en cascade, en fait, ça touche quand même beaucoup de personnes et il faut arriver à gérer tout ce système. Oui, et d'éviter de se retrouver à ce que tout le monde vienne voir l'athlète en lui disant, ça c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, parce que je pense que la sérénité de l'environnement est quand même essentielle pour que l'athlète récupère. Et puis après, l'autre impact, c'est l'athlète arrive au jeu, a été sélectionné pour les Jeux Olympiques, alors qu'il y a eu cet épisode. Voilà, il y a l'histoire de la légitimité d'être au départ des Jeux Olympiques, sachant que il y avait beaucoup d'incertitudes sur la préparation de l'athlète, comment ça allait se passer, est-ce qu'il allait être vraiment voilà, dans l'état de forme dans lequel on l'attend pour une course comme les Jeux Olympiques. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Ce que tu partages là, on parle d'une situation à très haute pression, parce que quand même, les Jeux à Paris, c'était un événement où il y avait des attentes très, très, très marquées, pour la Fédé de triathlon en particulier, qui pouvait vraiment revenir avec de l'or. Donc, mais finalement, ce processus-là, ce que tu dis que tu as ressenti, on le voit à tout niveau. C'est-à-dire que ce fonctionnement de difficulté à rajouter le stress sur la personne qui est blessée, on va l'avoir vraiment à des petits niveaux régionaux où des fois on peut se retrouver à faire pression pour que la personne participe quand même à un championnat départemental. Enfin voilà. Moi je trouve que on comprend qu'avec la pression de Paris c'est normal, mais finalement ce processus-là on l'observe un peu. Oui, c'est sûr. En fait, l'athlète il a le souci que ça dure pas longtemps. Oui. Parce que voilà, ces situations, quand elles s'éternisent, ça le stresse. Souvent l'entraîneur aussi. Donc en fait, les deux sont vraiment en première ligne, j'ai envie de dire. Et nous, notre rôle et le rôle de toutes les personnes qui ont une position un peu plus méta, c'est d'arriver à faire relativiser, surtout ne pas griller les étapes. Ne pas s'interdire d'avoir un plan B, le plan idéal de retour à l'activité, et un plan B où il y aura un aménagement. Et il vaut mieux prendre le temps et revenir vraiment guéri que griller des étapes. Nous, on l'a vu chez les jeunes qui grillent des étapes et post-fracture, et puis voilà, ça, patatras, ça repart, quoi. Et là, pour essayer de gagner quelques jours, on repère 5-6 semaines. Donc ça, c'est le côté très objectif, très pragmatique en fait. Souvent, c'est attention à vouloir gagner quelques jours, finalement, on risque de perdre des mois, voire des semaines. Simon pourra nous en reparler un peu plus tard. Louis, ce que raconte Stéphanie, ça te parle? Oui, évidemment. Donc, ça fait écho avec un exemple, ou en tout cas une situation rencontrée il y a quelques années, mais
avant les Jeux de Tokyo. Mais je voudrais parler un peu différent. Je vais rester plus dans mon actualité, en tout cas, par rapport à une blessure ou un cas, en tout cas, de blessure qui est notre actualité, en tout cas, de ces 6-7 derniers mois, avec une athlète paralympique, avec la particularité de l'athlète en situation de handicap et de la blessure. Donc, c'était une blessure quand même qui est arrivée 3 mois avant un championnat du monde prévu. Donc, le championnat du monde, on a su plus tard qu'il a été déplacé, donc ça nous a un peu aidé. Mais déjà, cette blessure-là, quand elle est posée, quand elle arrive sournoisement, et puis d'un coup, elle s'accélère. Donc, c'était plutôt une petite blessure un peu chronique qu'on avait plutôt bien maîtrisée, et d'un coup, elle s'est emballée. Mais elle s'est emballée au point que l'arrêt, il est prévu, elle n'a toujours pas repris. Enfin, elle a repris à peine l'entraînement là, il y a un mois, et la compétition, on va voir cet été. Donc, dans cette gestion-là, la première des choses, c'est que l'athlète, quand ça a été annoncé, on a fait attention à bien l'annoncer, c'est-à-dire que nous, on parle avec l'ensemble du staff. Quand je dis l'ensemble du staff, c'est médical, évidemment les entraîneurs et moi. Et ensuite, on lui a annoncé d'une manière collégiale. C'est le médecin qui lui a annoncé, avec les discussions qu'on avait pu avoir sur le calendrier possible, pas possible. Et en fait, on a beaucoup insisté sur d'abord la priorité, c'est la santé de l'athlète. Voilà, le championnat du monde, il y en aura d'autres. On a plutôt sérénisé l'athlète comme ça. Le staff également, parce que ne pas participer à un championnat du monde avec une athlète qui est vice-championne paralympique, ça fait aussi peur aux entraîneurs. Ils perdent l'occasion peut-être encore de faire une médaille dans leur process, mais en fait, on est resté tranquille par rapport à ça. On a mis au centre de la santé de l'athlète d'abord, qui est d'abord toute jeune, elle a 20 ans. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a pris le temps de mettre un programme de rééducation possible, une prévision, en parallèle de notre plan d'entraînement, en la faisant venir régulièrement aux entraînements, non pas pour s'entraîner, et peut-être pour à l'extérieur, d'être à l'extérieur des séances, non pas coacher les copines, mais observer, voir les entraînements de l'extérieur. Pour elle, ça lui donne un regard aussi un peu plus, enfin, ça complète un petit peu sa façon de vivre les entraînements, et ça lui sert à elle d'ailleurs aujourd'hui. Et elle a aussi servi les sportifs en appuyant ce que pouvaient dire les coachs. Donc elle, on l'a quand même intégré dans un plan de route qui était très individuel sur on va dire les soins d'abord, très long, et ensuite, en parallèle de ça, la maintenir avec nous dans la relation, évidemment, la présence physique avec nous, la relation, évidemment, à discuter, à lui demander son avis sur ce qu'elle voyait de ses copines, et qui devait lui servir aussi sans s'en rendre compte, je pense. Voilà. Donc, on a fait attention d'abord à l'annonce, une annonce collégiale et bien qui pouvait pas être, comment dire, il ne pouvait pas y avoir de confusion parce qu'il y en a un qui va parler un moment, puis un autre, même discours au même moment de tout le monde. Un plan qui est construit là aussi par les entraîneurs, enfin tout le staff, on va dire technique et médical. Et après, la relation continue. Bon, on a la chance d'être à l'INSEP aussi en permanence. Elle se fait soigner à l'INSEP, tout est à l'INSEP, donc elle pouvait venir aux entraînements, pas à tous, quand elle voulait. À des moments, on lui disait à cet entraînement, on aimerait que tu sois là pour ça. Et donc, en fait, elle a joué le jeu, donc elle était intégrée aussi en tant que personne, plus en tant qu'athlète à l'entraînement, mais en tant qu'athlète qui regarde les copines. Oui, donc elle reste dans l'équipe. Elle reste dans l'équipe, voilà. Merci. Elle reste dans l'équipe, mais elle reste dans la dynamique de l'équipe, surtout. Oui, c'est très important. Ouais. Oui, parce que finalement, elle garde le maillot, ça c'est sûr, mais elle fait quelque chose. Ouais. Okay. Merci Louis. On reviendra sur les préconisations, sur les bonnes pratiques que vous repérez et qui sont pertinentes à utiliser. Simon, est-ce que tu veux bien nous parler plus globalement de l'impact des blessures, donc sur l'athlète, sur l'environnement? Ouais, alors déjà, ce qui ressort de ces deux exemples, je trouve, c'est que l'athlète n'est pas seul face à sa blessure, et c'est pas le seul ou la seule à être impacté. Donc il y a tout l'environnement qui est touché. Bien évidemment, ça reste la première personne touchée. Donc il y a plusieurs phases suite à une blessure. Donc il va y avoir plusieurs effets avec souvent des émotions négatives. Donc ça peut être la colère, ça peut être le fait de devoir faire en quelque sorte le deuil de les compétitions qu'on a ratées, les sélections, etc. Un championnat. Donc ça c'est un premier effet, on va dire, au niveau affectif. Après, il y a tout ce qui est sentiment de perte de contrôle aussi. Donc on avait jusque-là peut-être une vision assez claire avec un calendrier de compétition, des entraînements, etc. Et là, tout d'un coup, le chemin il devient un peu plus flou à court terme, mais peut-être aussi à plus long terme, suivant la sévérité de la blessure. Et puis, comme tu l'as bien dit, il y a la déconnexion avec le groupe.
donc le côté social aussi qui va être impacté. Et justement, l'entraîneur et tout l'environnement va avoir un rôle clé à jouer parce que ce sont tous ces facteurs que j'ai nommés, ce sont aussi les facteurs qui vont être clés dans la qualité de la rééducation et du retour à la pratique. Donc à blessure égale, selon la manière dont l'environnement va pouvoir bien prendre en compte ces différents facteurs psychosociaux, on va les appeler, l'athlète aura plus ou moins de chances de revenir déjà assez tôt à son niveau de compétition et aussi avec moins de chances de se reblesser. Donc, pour revenir sur ces différents facteurs, il va y avoir le soutien, on va dire, émotionnel, tout simplement. Donc là, ça va concerner l'entraîneur. Donc, ça va être de l'écoute, du non-jugement, de l'empathie. Ne pas donner l'impression à l'athlète que parce que il va rater la prochaine échéance, on va le mettre sur le côté. Donc, ça peut être aussi le rôle de personnes autour, même la famille, les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent. Donc, sans forcément rentrer dans du technique, du quel type de blessure, c'est juste d'être à l'écoute. L'autre facteur sur lequel l'entraîneur va pouvoir jouer ou le staff, c'est fixer des objectifs. Alors certes, on n'est plus dans un objectif de compétition, mais peut-être de rééducation avec des étapes clés, un process clé avec une clarification des rôles entre les différents membres du staff, préparateur physique, kiné, médecin, etc. Donc ça, c'est très important. Et je crois que Stéphanie l'a évoqué, c'est surtout le sentiment d'autonomie qu'il faut laisser à l'athlète. C'est-à-dire surtout pas rajouter du stress au stress en disant voilà, il y a assez de pression comme ça. Si on donne le sentiment à l'athlète qu'il doit revenir ou elle doit revenir vite à la pratique parce que l'équipe a besoin de lui ou d'elle, là c'est vraiment un facteur déterminant qui peut amener à des rechutes de blessures ou à augmenter le stress et justement on veut le diminuer pour revenir plus vite et en bonne santé. Et le dernier point, comme tu l'as bien évoqué aussi, c'est le côté social. Donc donner le sentiment à l'athlète qu'il ou elle est encore connecté au groupe, qu'on est toujours engagé dans le même projet. Donc voilà, ça ce sont 3 facteurs sur lesquels le staff et l'entraîneur peuvent jouer concrètement pour favoriser le retour à la pratique dans de bonnes conditions. Et après, on y reviendra peut-être, il y a aussi l'impact que ça génère sur l'entraîneur en tant que tel. Oui, et ce côté-là est important parce que souvent, si les personnes n'ont pas forcément la meilleure réaction, c'est justement parce qu'émotionnellement, ils sont en train de vivre un truc qui leur est difficile et qu'ils ont du mal à le gérer. Quand on voit certains entraîneurs qui vont parfois même sans le vouloir mettre la pression sur l'athlète, là on voit bien que c'est une limite qu'ils rencontrent eux, c'est-à-dire que rationnellement, objectivement, ils seraient d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais dans leur vécu et dans la situation telle qu'elle est, ils ont beaucoup de mal à le mettre en place. Oui. Donc oui, on peut parler de ça, comment le vit l'entraîneur et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour lui aussi. Alors ça, c'est une question intéressante à laquelle justement peu de personnes bizarrement se sont intéressées. Je parle scientifiquement. Oui. On a assez peu de recul sur comment l'entraîneur vit cette situation de blessure. Il y a quelques données, par exemple, sur la santé mentale des entraîneurs, où on sait que entraîneur, c'est un métier, c'est du H24 pendant presque tous les jours de l'année. Donc, il y a beaucoup de stress sportif avec les enjeux de résultats. Il y a le stress qui vient d'en haut, on va dire, avec la fédération, le DTN, l'attente de résultats. Et puis, il y a tout le stress qui vient, entre guillemets, d'en bas, on va dire, avec la gestion des athlètes, les sélections, etc. Et la blessure, elle vient comme un élément, on va dire, relativement imprévisible. Et il y a, par exemple, une étude très récente sur les entraîneurs olympiques en Norvège qui montrait que ce sentiment d'imprévisibilité dont la blessure fait partie, c'est ce qui est le plus lié au risque de burn-out chez les entraîneurs. Donc, c'est ce sentiment d'un coup d'avoir quelque chose à gérer qui n'était pas prévu. Et il y a peut-être pas assez de temps, justement, de marge de manœuvre, on va dire, pour les entraîneurs pour faire face à cette imprévisibilité. Donc, on gère un collectif, on a une vision assez claire de comment les amener vers une échéance, et d'un coup, il y a un cas complètement différent à gérer en parallèle du groupe, et donc ça rajoute aussi une charge de travail. Et donc ça, c'est assez peu pris en compte, et donc ce serait intéressant de l'étudier un peu plus pour voir quelles sont les pistes concrètes qui pourraient être apportées, quoi. De manière globale, l'équilibre de l'entraîneur, c'est pas tout encore vraiment un sujet. Ça commence, on commence, et à Montpellier, vous faites des choses là-dessus, mais à la MRP, mais ça commence juste. Vous rebondissez peut-être, Stéphanie? Oui. Je pense effectivement que autant l'athlète peut se sentir, enfin, en tout cas, on essaye de veiller à ce que l'athlète ne soit pas isolé face à la blessure, mais l'isolement de l'entraîneur, c'est aussi un sujet. Et là, il y a
Et effectivement, il y a un accompagnement à mettre en place. Déjà, je pense que la relation avec le médical et la proximité avec le médical qui va prendre en charge l'athlète, ça peut être un bon relais pour l'entraîneur, à la fois pour l'aiguiller, le tenir au courant de comment ça se passe et collaborer à ce que pourrait être le plan de retour de l'athlète à l'activité. Et effectivement, ça lui permettrait aussi de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation et pour ne pas non plus chercher à brûler des étapes, à chercher à se rassurer en fait. Parce que voilà, ce qu'on voit chez l'athlète se voit aussi chez l'entraîneur. Quand on est entraîneur, on a le souci d'optimiser le temps, d'être sûr qu'on on met l'athlète sur les bons rails et que ça va bien se passer malgré tout, quoi. Et c'est là où des personnes un petit peu extérieures à tout ça sont toujours les bienvenues pour essayer de proposer des choses. Et rien que les échanges peuvent permettre à l'entraîneur de prendre un peu de hauteur et d'avoir une petite bouffée d'oxygène pour mieux réfléchir et mieux appréhender la situation parfois. Oui, le travail aussi collectif du type Lab de la perf, en tout cas en co-développement, c'est très vertueux dans ces situations-là également, mais c'est pas très pratiqué. Oui, exactement, c'est vrai. C'est un vrai sujet parce que c'est vrai que c'est redondant, mais je trouve que ça progresse déjà dans la proximité avec le médical maintenant. Voilà, quand les athlètes sont pris en charge, en général, il y a une proximité qui se met en place avec l'entraîneur pour l'accompagner le mieux possible et puis voilà, éviter cet isolement. Alors, d'autant plus quand l'entraîneur a une équipe à gérer ou souvent d'autres athlètes, même dans les sports individuels, les entraîneurs en général n'ont pas qu'un athlète à entraîner, donc il faut quand même rester disponible pour le groupe. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, quoi, que ça ne transpire pas sur tout le groupe non plus. Oui, oui. Je rebondis sur ce que vient de dire Stéphanie sur l'importance de la relation permanente du staff en général, que ce soit les entraîneurs, s'il y en a un, s'il y en a deux, il y en a peut-être plusieurs, il y a un directeur d'équipe aussi souvent. Et le médical, avec un kiné qui est souvent là, il y a un préparateur physique qui doit faire le lien avec le médical. Donc, pour le cas de la blessure, que j'ai cité tout à l'heure, on a aussi un préparateur mental. Et en fait, tous les mois, on s'est fait des réunions, tous, chacun à nos postes. Alors, nous, les entraîneurs, on va dire qu'on était en attente. Pendant 3 mois, c'était quasiment que du médical. Mais on donnait aussi notre avis, on posait des questions et le médical nous répondait. Donc là-dessus, on croisait en permanence. On se disait, bon, on est bien dans notre plan de route, les fameuses étapes qu'on avait fixées de manière prévisionnelle, comme tout plan de route d'ailleurs, avec l'imprévisibilité qui est permanente et on le sait. Donc quand on l'a accepté, c'est quand même plus facile, que ce soit du point de vue de la blessure ou autre. Et après, le plan prévisionnel avec chaque étape, et à chaque étape, on faisait un point de nous, et après avec la tête aussi. Donc ça veut dire c'est bon, on est sur le bon plan, on n'accélère pas maintenant, voilà, bon. Et ça, je pense, ça rassurait aussi tout le monde, l'athlète évidemment, mais parce que on parle des entraîneurs, on est dans le challenge, on veut absolument aller dans une compétition, un championnat du monde, on ne peut pas le rater, si on s'écoute. En fait, bien sûr qu'on peut la rater, c'est la santé qu'on ne doit pas rater, c'est pour ça qu'on l'a bien posé au centre. Et le reste, les championnats du monde, il y en a tous les ans, tous les 2 ans, il y a d'autres compétitions, c'est pas un problème en fait. Donc quand on a mis ça au centre, c'est bien. Et après, on a les kinés qui se challengent aussi, parce qu'un kiné qui dit, puis moi, je me paraît importante dans son plan de reprise, il ne veut pas griller forcément des étapes, mais le fait de discuter entre nous, systématiquement, on a régulé, systématiquement, quand il y a un qui voulait un peu accélérer, attends un petit peu, on est là, on est sûr, il y avait la tête, et tout doucement, en fait, on était régulièrement en contact pour que la reprise se fasse plus ou moins, du mieux possible selon nous, et avec les informations croisées, au même moment, au même endroit. Je pense que pour moi, ça, c'est une clé importante dans le chemin de reprise, de rééducation, de soins, de la tête et de la reprise au final, quoi. Voilà. Donc cette relation permanente avec, pas que l'entraîneur tout seul avait la tête, ça je pense c'est une vraie erreur, mais avec le médical, avec un peu tous, pour prendre des avis un peu et prendre du recul, justement, comme tu disais, pour ne pas mener du stress au stress de la tête. Et après, le rôle de la tête aussi, il est hyper important, hein, de prendre OK, je vous écoute, je vous fais confiance, le plan de route que je propose, du coup, elle y est rentrée, mais alors, elle dit OK, elle a raté un championnat du monde, toute jeune, elle a une maturité énorme, donc son rôle, il est hyper important. Donc, elle a été sérénisée, mais elle nous a sérénisé aussi par le fait je prends le truc, OK, puis elle a vraiment fait toutes les étapes, mais alors, top. Bon, il y a aussi la part de la tête qui joue, mais
On a essayé beaucoup de séréniser, mais elle nous a sérénisé aussi dans son... Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui veulent non, moi je veux le faire, non, il faut calmer, ça crée des tensions. Bon, ben là, tout s'est plutôt bien passé. C'est pas toujours le cas. Moi, je voulais rebondir plusieurs choses. Ce que tu viens de dire à la toute fin, c'est-à-dire parfois c'est l'athlète lui-même qui devient à nouveau un peu stressant parce que je veux reprendre plus vite, je vais peut-être zapper des étapes. On a même des études plutôt en sociologie, par exemple dans le cas du football ou en sport co, où ça montre qu'il y a des pratiques ils appellent ça de dealing en direct entre, par exemple, l'athlète et le kiné, où ils vont garder ça secret entre eux. Allez, je te mets un petit strap et tu vas pouvoir jouer ce week-end. Et on dit à l'athlète qu'il y a un feu vert alors qu'on est dans une zone un peu grise. Donc ça crée des brèches et qu'il faut éviter parce que ça veut dire que tu n'es pas vraiment aligné. Et comme dans toute relation entraîneur-entraîné, on sait que être aligné sur des objectifs, sur une philosophie, ça c'est aussi un deuxième point, c'est que en fait la philosophie dans laquelle on s'entraîne, elle soit partagée. Donc on parle de court terme versus long terme. Est-ce qu'on est si on entraîne des jeunes par exemple, on n'est pas forcément d'en faire des champions du monde cadets là tout de suite, on veut développer des athlètes qui sont en bonne santé sur le long terme. Donc, que tout le monde soit bien raccord avec ça, que toutes les décisions soient prises en accord avec ses valeurs, cette philosophie. Pour ça, il faut peut-être un peu de temps quand même pour le réfléchir, le penser. C'est souvent ce qui manque aux entraîneurs, au staff. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, il y a des outils très concrets qui existent. Donc au même titre qu'on va faire un monitoring, par exemple, de la charge d'entraînement quand tout va bien, bah ok, l'athlète est blessé, bah c'est pas grave, on va mettre le même investissement dans le cheminement et il existe des outils, par exemple, que ce soit sur l'aspect physique ou psychologique, avec des questionnaires sur est-ce que l'athlète, certes, il valide par exemple des étapes d'un point de vue physique que le médecin va valider, mais avec le psy, le préparateur mental, est-ce qu'on valide le côté psychologique qui fait que je peux passer à l'étape suivante et voilà, faire, comme tu l'as dit dans ton exemple, des points d'étape avec tout le monde à des moments clés pour sentir qu'on avance ensemble dans la même direction. Donc il y a des outils qui existent, bah, il faut s'en saisir quand il y a blessure, au même titre que ce qui se passe dans la saison régulière. Ce qu'on ressent là dans tout ce que vous racontez, c'est quand même cette question de se dire bon, il y a une blessure, donc on met en place un process, quelque chose, quoi. Enfin, on structure, voilà. C'est pas juste un truc qu'on voulait éviter qui arrive et qu'on laisse à la marge et on laisse le médical gérer finalement la reprise, point. Mais tout le monde prend en charge cette question et l'intègre dans son fonctionnement. Ouais, c'est ça. Bah, l'idée, c'est de pas la subir. Ouais. Alors autant sur le moment, là, à l'instant T, on le subit un peu, mais après très vite, il faut effectivement renvoyer l'idée qu'on organise les choses, qu'on on continue d'avancer. Je pense que ça, pour l'athlète, c'est quand même important, qu'ils sentent que voilà, les choses sont aménagées, réorganisées et que ça va avancer. Des fois, des blessures peuvent aussi être l'occasion de travailler d'autres choses qu'on n'a pas le temps de travailler d'habitude et finalement ça peut être un mal pour un bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont il faut être capable de se saisir et se poser, voilà, comme le disait Louis tout à l'heure, être capable de se poser, réfléchir à plusieurs. On est souvent meilleur quand on réfléchit à plusieurs et pour proposer quelque chose à l'athlète qui lui permette, malgré la situation, de continuer d'avancer. Oui, le fait de se reprojeter dans quelque chose, d'avoir des objectifs, d'avoir une structuration, c'est essentiel. C'est ça. Ouais, c'est sûr. On arrive au bout, alors est-ce que chacun, vous voulez me donner un mot de la fin, une idée avec laquelle les gens repartent? Ouais, le truc pour moi le plus important, c'est le à plusieurs, qui est l'athlète. De toute façon, le plusieurs, il va les rencontrer, le kiné, le médecin, l'entraîneur, le parent. Donc à un moment donné, si ce plusieurs, il se rassemble régulièrement pour échanger autour et avoir à peu près une démarche alignée, l'athlète, ça, il le sent. Et il n'y a pas de brèche possible, ou en tout cas, il sent qu'ils sont sérieux tous autour de moi, ils sont en lien, il n'y a pas une option B, une option A ou un autre, il n'y a pas de dispersion possible. Et ça, moi, je pense, c'est hyper important pour, évidemment, le timing, mais surtout pour la sérénité de l'athlète dans un moment qui, pour lui, est un peu... on discutait avant la réunion, hein, c'est le flou, la blessure, on ne sait pas ce qui va se passer. On était tellement fixé sur un plan idéal que d'un coup c'est flou, voire c'est noir. Et donc du coup, je pense que la sérénité vers la tête, c'est hyper important, quoi. Que nous, on l'apporte. C'est à nous de l'apporter, staff, entraîneur et autres.
Ouais, je te rejoins, même l'anticiper, on l'a dit en introduction, statistiquement, on peut prévenir les blessures, on n'était plus sur ce qui se passe après la blessure, mais on peut aussi les prévenir, mais il y en aura toujours malheureusement, donc on peut déjà partir du principe que ça va arriver et anticiper, est-ce qu'on est bien aligné en amont, et le jour où ça arrive, gagner en sérénité, gagner des étapes. Et en ce qui me concerne, les deux choses à retenir, c'est certes, la blessure va impacter l'athlète en premier lieu, mais pas que. Donc, l'entraîneur, tout l'environnement va avoir un rôle clé à jouer pour favoriser le retour à la pratique dans de bonnes conditions de l'athlète. Et inversement, l'entourage va être impacté aussi. Donc, il faut s'y préparer. Par exemple, en termes de récupération, le CREPS, on a travaillé là-dessus l'an dernier. La récupération des staffs, comme l'a dit Stéphanie, penser à des espaces où on va pouvoir discuter de tout ça avec des pairs, comme les labs de la perf qu'on met en place ici, avec des entraîneurs d'autres disciplines, partager c'est une situation stressante, gérer des blessures, penser à sa propre récupération à soi pour avoir les idées au clair et prendre des bonnes décisions. Voilà. En tout cas, ne pas négliger l'impact stressant de la blessure aussi pour l'entraîneur et pour l'entourage. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui est très important, c'est ne surtout pas isoler. Et si effectivement un athlète blessé aura peur d'être mis de côté, s'il sait qu'il y a un groupe de personnes qui réfléchit, si l'entraîneur sait qu'il est accompagné, pour moi, c'est la clé, quoi. C'est de cette façon-là que ça se passera le mieux possible et que ça laissera le moins de séquelles à tout le monde. Oui, et on peut dire aussi que donner une place symbolique à la personne au sein de l'équipe, comme ils l'ont fait, ce qu'a raconté Louis, je pense que ça va dans ce sens-là aussi. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est important. C'est très important. Et une autre conséquence de tout ça, pour conclure, c'est que ça va pouvoir préserver, voire favoriser la relation entraîneur-athlète. En fait, la blessure peut être une situation qui va peut-être fragiliser cette relation. Si on l'a bien pensé en amont, la manière de la gérer, ça va pouvoir permettre de préserver cette relation, voire d'en sortir renforcée et dans un scénario plutôt positif, d'être résilient dans cette relation pour performer encore mieux à l'avenir. Tout à fait. C'est un très beau mot de la fin.